Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous massivement. Connectez-vous et partagez le direct. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Hein. Sur Guigui Complet, c'est très important. Connectez-vous, partagez le direct et abonnez-vous. Connectez-vous, partagez le direct et abonnez-vous. C'est important. Voilà, on va parler un peu de la géopolitique. De la géopolitique, on va parler un peu de la géopolitique, ce qui se passe dans le monde et tout. Et on va essayer de faire comprendre au monde ce qui se passerait si jamais il y avait un conflit entre l'OTAN et le bloc Russie et ses alliés. C'est très important. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guigui Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camarides ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la géopolitique et de la géostratégie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'OTAN et des alliés de la Russie. La Russie et ses alliés. Si il arrivait qu'une guerre se déclenchait entre le bloc de l'OTAN et le bloc de la Russie et ses alliés, qui remporterait la victoire? Certainement, l'OTAN ne pourra jamais remporter la victoire. Pourquoi? Je vous explique. Je vous explique pourquoi l'OTAN ne pourra jamais remporter la victoire. Vous vous rappelez, dans les années 39 à 45, 1939 à 1945, il y a eu ce que les gens appellent aujourd'hui la Deuxième Guerre mondiale. Et lors de cette guerre, l'Europe avait reçu l'aide des États-Unis d'Amérique. Mais pendant ce temps, il n'y avait pas les satellites militaires développés. Il n'y avait pas des satellites militaires, il n'y avait pas des radars à longue portée, des radars à détection. Il n'y avait pas les satellites pour détecter l'ennemi, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas les missiles intercontinentaux et les missiles de croisière, ainsi que ce que vous pouvez imaginer. Donc, les États-Unis d'Amérique, ayant pour alliés les Européens, pouvaient tranquillement, je dis bien pouvaient tranquillement, faire des débarcations sur les différentes plages des pays de l'Europe. Alors, ils pouvaient mettre dans des navires militaires et du transport des militaires depuis les États-Unis, traverser l'océan Atlantique, venir jusqu'en Europe pour débarquer sur le territoire européen, afin de donner des coups de main aux pays européens face à l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce processus n'avait jamais été perturbé par l'armée allemande, parce que auparavant, la technologie n'était pas très avancée. Et donc, l'Allemagne ne pouvait pas détecter les navires américains qui quittaient les États-Unis d'Amérique, qui se rendaient sur le territoire européen. Ils pouvaient les détecter à travers d'autres navires, mais à travers les satellites et des radars et consorts, non, à travers des drones, ils ne pouvaient pas parce que la technologie n'était pas encore développée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui avait permis aux Américains d'alimenter l'Europe en armement et aussi en main-d'œuvre, c'est-à-dire des militaires, pour leur venir en aide, l'Angleterre, la France et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc aujourd'hui, les données ont changé. Si jamais guerre il y en avait entre l'OTAN et le bloc Russie et ses alliés, les Américains ne pourront pas, je dis bien, les Américains ne pourront pas donner coup de main très fort aux Européens sans être perturbés sur la mer. Parce que ce ne sont pas les avions cargo qui pourront transiter tranquillement pour venir en Europe. Les avions cargo vont transporter combien de militaires, combien d'armements. Et donc, quand c'est comme ça, il faut transiter les choses à travers des navires, des gros navires qui portent des tonnes et des tonnes de trucs, d'armes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'entre la Russie et la Chine, il y a une liaison terrestre et une liaison maritime. C'est pas loin, ils sont collés. Est-ce que vous comprenez? Il y a même des ponts qui les relient. Ce n'est pas, tu es en Russie, tu vois la Chine. Vous savez qu'entre la Russie et la Corée du Nord, il y a une liaison, que ce soit maritime ou truc ferroviaire ou terrestre.
Vous comprenez? Donc, ces pays sont collés. Ok. Entre la Russie et certains de ses alliés, c'est-à-dire vous prenez le Kazakhstan, la Biélorussie et Kosovo, ce sont des pays qui sont collés. On ne parcourt pas des milliers de kilomètres sur la mer pour dire on s'en va. Hein, on a un allié ici, on s'en va lui apporter un secours. Donc, si guerre il y a, la Chine, pour dépêcher, je dis bien pour dépêcher des militaires sur le territoire russe, la Chine n'a pas besoin de passer par l'océan Atlantique ou l'océan Indien ou quoi que ce soit. C'est de là à là. Donc, c'est-à-dire les 1,4 milliard d'habitants chinois, si la Chine voulait envoyer au moins 400 millions de trucs de combattants, la Chine ne va pas. Il suffit de passer par voie terrestre et puis ils sont en Russie. Ce qui est compliqué, ce qui sera compliqué pour les Américains. C'est-à-dire les Américains, s'ils veulent faire dépêcher des combattants sur le territoire européen pour donner coup de main ou bien participer directement au conflit, il leur faut des milliers de kilomètres qu'ils doivent traverser, c'est-à-dire l'océan. Or, les pays avec lesquels ils seront en conflit ne laisseront jamais les navires de l'Amérique transiter librement. Même s'il y a des cargos qui devraient prendre des vols directement sur le territoire européen, ils ne vont pas laisser ces avions cargos de débarquer tranquillement. Parce que les radars sont là pour détecter où il y a débarquement, où il y a base militaire, où il y a quoi que ce soit. Et donc ces bases militaires seront frappées immédiatement. Vous constaterez que le territoire russe, lui seul, il dépasse le territoire européen. C'est-à-dire quand vous associez tous les pays européens, ils ne valent pas la superficie de la Russie. Parce que la superficie de la Russie fait au moins 17 millions de kilomètres carrés. Et donc, le territoire européen est à portée de frappe militaire russe. C'est-à-dire la Russie étant sur son territoire peut frapper tous les territoires européens. Mais les Européens étant en Europe ne peuvent pas avoir la capacité de frapper tout le territoire russe. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est grand, c'est un vaste pays. Et quand vous ajoutez la Chine, vous ajoutez aussi la Corée du Nord, vous comprenez que ça devient un poids très lourd. Est-ce que vous comprenez? Ça devient un poids très lourd. Maintenant, l'OTAN, l'Amérique va vouloir, parce que si les navires américains viennent, il faut transiter, il faut passer par l'océan. Mais ces navires seront perturbés par les Houthis, c'est-à-dire les Yéménites. Là. Parce que si guerre il y a, tous ces alliés, c'est-à-dire les proxys de l'Iran, les proxys de l'Iran, de la Chine et de la Russie, non seulement ils vont créer un problème de passage maritime aux navires américains. Donc les Américains, ils doivent devoir se battre d'abord sur les côtes yéménites. Ils doivent neutraliser les Yéménites avant de faire transiter leurs navires pour venir vers la Turquie. Donc là encore, ils vont se fatiguer. Et donc si guerre il y a, mais les Yéménites seront armés par leurs alliés. Ils vont leur donner des missiles à longue portée, de telle sorte que les navires américains ne puissent pas avoir la capacité de s'approcher même des côtes yéménites. Ce qui revient à dire que ces navires ne pourront pas avoir le temps d'arriver sur le territoire turc, c'est-à-dire dans la mer turque. Parce que pour passer par là-bas, ils doivent passer par le Yémen ou soit passer par l'Iran. Et donc l'Iran va perturber le passage des navires. Parce que si guerre, c'est partout, hein, il n'y a plus histoire de dire non, je me retiens, non. Donc il aura une perturbation au niveau du Golfe Persique. Bon, les Iraniens vont empêcher les navires américains de passer. Et les Yéménites vont aussi en empêcher. Ce qui revient à dire qu'avant de faire passer leurs navires, ils doivent affronter l'Iran et le Yémen. Donc leurs alliés doivent affronter l'Iran et le Yémen. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent aussi affronter les Libanais. Et ce n'est pas en un claquement de doigts que voilà, ils vont les neutraliser. Il leur faut plusieurs mois de combat pour les neutraliser. Ça ne va pas être facile parce que ça va se déclencher, ça sera étendu. Et donc, en ce moment-là, les Américains n'auront pas d'alliés. Ils ne vont pas avoir leurs alliés qui vont aller les aider là-bas. Parce que toujours, eux, ils ne vont jamais seuls. Ils font toujours en coalition. Donc, si c'est chaud, mais leurs alliés vont dire, ah, mais il y a un autre terrain qui nous occupe ici. Nous, on fait front avec la Russie et la Chine. Donc, vous avez un problème avec les Iraniens, on ne pourra pas vous aider parce que ceux avec qui on est affaire ici, vraiment, ils sont trop puissants.
Donc, on n'arrive même pas à la neutraliser. On vous demande de l'aide et vous nous demandez aussi de l'aide de l'autre côté. Comment on peut gérer cette affaire? Donc, l'Inde ne va pas bouger parce que l'Inde coopère avec l'Occident et l'Inde coopère avec la Russie et consort. Même si l'Inde ne s'attend pas à la Chine, mais ils ont un bon commerce. Et l'Inde étant un vrai partenaire économique avec la Russie et militaire aussi. Donc, les Indiens ne vont pas s'immiscer dedans pour prendre position. Ouais, pour les Américains au détriment du truc de la Russie. Donc les Indiens vont dire non, nous on reste en neutre. On ne va pas se mêler de la bataille. On ne va pas prendre position. Donc les 1,5 milliard de trucs de citoyens indiens, ils vont rester là. Je sais qu'il y aura quelques mercenaires qui vont peut-être se joindre à l'OTAN. Il y a d'autres qui vont se joindre à la Russie et ses alliés. Donc, mais l'Inde ne va pas rentrer en conflit direct. L'Inde va vouloir rester neutre. Est-ce que vous comprenez? Le Pakistan est proche du truc de l'Amérique, mais le Pakistan aussi est très proche de la Chine. Donc, si la Chine est mêlée à un conflit avec l'OTAN, les Pakistanais vont dire, bon, nous on reste neutre, parce qu'on a un bon partenariat avec l'Amérique et l'Europe, et aussi avec la Chine, parce que la Chine a investi beaucoup là-bas. Donc ils vont dire non, nous on reste neutre. Donc ce qui revient à dire que l'Inde et le Pakistan seront neutralisés. Ils vont être neutres. Donc ils ne vont pas participer à la guerre. En ce qui concerne le Japon est une île. Vous comprenez? Le Japon est une île. Donc pour quitter sur cette île, pour apporter un secours aux Américains, il faut des navires de guerre pour transiter. Ces navires de guerre seront neutralisés par la Chine et la Russie avant même qu'ils atteignent leur destination qui est l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Qu'il s'agit de la Corée du Sud. La Corée du Sud, pour quitter la Corée du Sud, vous savez, après la Corée du Nord, la Corée du Sud est là. Donc autour de la Corée du Sud, il n'y a plus de pays. Il n'y a que la mer. Donc si les Sud-Coréens doivent apporter secours à l'OTAN, il leur faut beaucoup de navires pour traverser toute la mer. Ce qui revient à dire que les satellites militaires vont détecter ces navires et les frapper. C'est-à-dire, il y aura des missiles qui vont neutraliser ces navires et les faire couler au fond de la mer. Donc, en un mot, des alliés de l'OTAN qui sont dans le Pacifique, que ce soit l'Australie, que ce soit le Japon ou la Corée du Sud, ne pourront pas véritablement envoyer des aides aux Européens. Donc les Européens devraient comprendre ça comme ça. Mais par contre, la Chine peut apporter une aide à la Russie parce qu'ils sont collés, ils ont des frontières terrestres, des frontières maritimes et des frontières trucs. Voilà. Donc ils sont collés. Ils n'ont pas besoin de navires pour... Un Chinois n'a pas besoin de navire pour arriver en Russie. Un Nord-Coréen n'a pas besoin de navire pour arriver en Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui revient à dire que la facilité de faire transiter des armes d'un côté de la Chine vers la Russie, de l'Iran vers la Russie, sera vraiment fluviable, contrairement à l'Europe, qui va vouloir transiter des armes depuis les États-Unis vers l'Europe. Ça sera très compliqué. Est-ce que vous comprenez? Ça sera très très compliqué. Et même les États-Unis d'Amérique, eux-mêmes, ils seront attaqués sur leur propre territoire. Parce qu'à travers les missiles balistiques, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Donc, en matière de trucs de chars de combat, les chars qui vont participer au conflit direct, ce sont les chars américains qui se trouvent déjà sur le territoire européen. Les différentes bases militaires où les Européens, où les Américains ont leurs armements, ils vont utiliser ces armes. Mais imaginons que ces bases sont frappées dès les premières heures et que beaucoup d'usines de trucs d'armement sont détruites dès les premières heures. Et que l'Amérique, qui détient un grand nombre d'usines de fabrication d'armes, dit bon, en Amérique, il y a beaucoup d'usines, mais nous allons vous amener des armes. Et que ces armes sont bloquées, c'est-à-dire il y a un blocus naval. C'est tout navire américain qui va quitter les États-Unis pour venir apporter l'aide aux Européens est détruit automatiquement. Vous pensez que les Européens vont gagner? Non, l'Amérique sera dans l'obligation de négocier, de peur de voir certains pays européens être envahis par la Russie et la Chine. Voilà un peu ce qui va se passer.
Voilà un peu la stratégie globale. Et c'est ce que certains Européens ne voient pas. Et ils disent donc, ah, nous sommes l'OTAN, on est puissant, on est puissant. Oui, vous êtes puissant. L'Amérique est avec vous, vous êtes puissant, mais le problème est que pour que l'Amérique puisse vous envoyer de l'aide, il leur faut beaucoup de kilomètres carrés. Je dis kilomètres carrés, beaucoup de kilomètres qui doivent parcourir la mer, ils doivent quitter la mer depuis les États-Unis vers l'Europe. Et donc, s'il y a guerre, ce sont des grandes puissances. La Chine et la Russie ne vont pas rester là les bras croisés, ils vont regarder les navires militaires américains, les porte-avions américains, quitter l'Amérique, venir s'approcher des côtes européennes, décharger des soldats américains et ils vont repartir, ils vont prendre des chars de combat, ils vont prendre des missiles, venir, non. C'est-à-dire, ils ne vont même pas laisser ces navires s'approcher de l'Europe et puis ils vont les frapper sur la mer. Ils vont lancer des missiles de croisière, ils vont les détruire en plein milieu de la mer. Et donc, l'Amérique aussi, pour décoller ses avions de guerre, depuis les États-Unis jusqu'en Europe pour combattre, il faut du ravitaillement. Et donc aussi la Chine et la Russie sont déterminés réellement pour dire, bon, on va frapper les avions les avions de ravitaillement. On va les frapper en l'air, ce qui va réduire la capacité des F-35, des F-2, F-22 Raptor et tout. Parce que s'ils ne sont plus alimentés dans les airs, mais il n'y a plus de carburant. S'il n'y a pas de carburant, l'avion va chuter. Il va tomber dans l'eau. Donc, quitter aux États-Unis pour venir en Europe, je ne sais pas combien de trucs de vol il faut. Peut-être ça va faire 6 000, je ne sais pas combien de kilomètres là, 6 000 kilomètres ou bien truc. Or, ces avions de chasse ont toujours besoin de ravitaillement. Donc, s'il y a guerre, les Chinois, les Iraniens, les Russes ne vont pas laisser les avions de ravitaillement américains ravitailler les avions de trucs de guerre. Les Européens doivent comprendre. Or, les usines européennes, si elles sont frappées par elles, il y a beaucoup de pays européens. On dit l'OTAN. L'OTAN, là, quand vous voyez les pays qui composent l'OTAN, il y en a combien qui sont puissants militairement? Parce que ce sont des petits pays qui sont membres de l'OTAN, qui aboient, qui crient, wow, qui sont agressifs. Mais quand vous regardez leur industrie d'armement, ils ne valent rien. C'est parce qu'ils savent qu'ils appartiennent à une organisation, qu'ils sont agressifs, parce qu'ils se disent dans leur tête, nous on va provoquer. Mais si on nous porte aux mains, on va appeler les autres pour dire, ils ont agressé un pays membre de l'OTAN, donc venez, on va faire la guerre. Voilà pourquoi ils font ça. Donc vous prenez la Lituanie, l'Estonie, vous prenez la Pologne. Ce sont des pays vats en guerre, qui sont très agressifs. Mais derrière ça, parce qu'ils comptent sur l'OTAN. Ils n'ont qu'à dire un instant que non, l'OTAN n'est pas derrière eux. Et vous verrez leur sort. Eux-mêmes, ils vont ramper pour demander pardon. Mais comment? Il y a l'article 5 de l'OTAN qui dit un pays membre de l'OTAN qui a agressé, alors tous les autres membres doivent apporter assistance à ce dernier. Et donc, ce qui revient à dire qu'eux tous, ils rentrent dans le conflit. C'est ce qui pousse ces pays qui sont membres de l'OTAN à être agressifs. Et si vous voyez la France qui, par le biais de son président, qui dit le territoire russe peut être frappé, et tout à travers les mirages, les avions français, les missiles à longue portée de la France, et que ce n'est pas de la co-belligérance de la part de la France, et qu'il faut donner la liberté à l'Ukraine parce qu'il ne faut pas avoir d'autres bras tachés en arrière et vouloir se défendre. Et donc il faut neutraliser les sites militaires russes d'où les armes sont tirées depuis le territoire russe pour frapper l'Ukraine. Et donc il faut donner cette possibilité à l'Ukraine pour frapper aussi le territoire russe. Si on va sur cette base, est-ce que vous comprenez? C'est comme on appelle ça du terrorisme de l'État. Pourquoi je le dis? Parce que deux pays frères sont en confrontation. Vous apportez une aide immense. C'est-à-dire que tous les pays membres de l'OTAN sont impliqués dans cette histoire d'Ukraine. Pareil, il y a d'autres, je les vois, ils disent, mais petit Ukraine, là, la Russie n'arrive pas à neutraliser l'Ukraine. Mais non, ce n'est pas petit Ukraine. Je tiens à vous dire, dans les années 90, l'Ukraine était la troisième puissance mondiale militaire. Ah oui, après les États-Unis et la Russie venait l'Ukraine. Dans les années 90, avant la dislocation du truc de l'URSS. Non, après que l'Union soviétique s'est vue disloquée, après que la Russie a pris son indépendance, l'Ukraine a pris son indépendance et qu'on sort, l'Ukraine était la troisième puissance militaire devant l'Angleterre et la France, pour ceux qui ne le savent pas.
Donc, ce n'est pas un petit pays pour dire non, c'est l'Irak ou bien la Libye. Non, c'est un pays qui possède des vrais scientifiques. C'est un pays qui construit même sa flotte avionique. Ah oui, c'est un pays qui connaît comment on fabrique les moteurs de fusée. Combien de pays au monde qui peuvent fabriquer le moteur de fusée ou bien un moteur de trucs d'hélicoptère et consorts. C'est un pays qui maîtrise le nucléaire. Donc, combien de pays qui maîtrisent le nucléaire au monde? Il n'y en a pas beaucoup. Mais ces armes nucléaires qui étaient sur le territoire ukrainien appartenaient à la Fédération de Russie. Donc, la Russie a démantelé ça avec un accord commun des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et tout, pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Sachant bel et bien que dans cet accord, il était écrit que l'Ukraine ne devrait même pas appartenir à un bloc. L'Ukraine devrait être un pays neutre qui ne doit ni appartenir à l'Europe, ni à l'OTAN, ni à la Russie, mais qui devrait faire un business, qui devrait faire son business et coopérer avec tous les autres pays du monde. Donc, l'accord a été signé. Malheureusement, l'OTAN qui avait promis, parce que quand on dit la chute du mur de Berlin, les gens ne comprennent pas, parce que l'Allemagne était divisée en 4 parties. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait une partie qui était dirigée par l'Union soviétique, il y avait une partie dirigée par les Anglais, une partie dirigée par l'Amérique et une partie dirigée par la France. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était les 4 parties de l'Allemagne. À un moment donné, quand ils ont créé ce bloc de l'OTAN, la partie dirigée par la France, la partie dirigée par l'Angleterre, la partie dirigée par les États-Unis, ils se sont réunis. Donc, il restait cette partie qui était dirigée par l'URSS. Et donc, comme gage de confiance, les Américains, les Occidentaux ont négocié avec l'Union soviétique pour dire c'est un pays, diviser le pays, c'est pas bien. Donc, s'il vous plaît, retirez-vous de l'Allemagne, mais nous n'allons pas permettre à l'OTAN d'avancer. C'est-à-dire que l'Allemagne même n'était même pas censée faire partie de l'OTAN. Ils ont dit l'Allemagne, si vous nous permettez de réunir l'Allemagne, l'Allemagne n'allait pas appartenir à l'OTAN. Même la Pologne, on n'allait même pas mettre ses pieds dans l'OTAN. Donc les Russes avaient reçu cette promesse, mais ça a été une promesse verbale, ça n'a pas été une promesse écrite, un accord écrit, mais un accord verbal. Et sur cette base, les Russes ont cru à l'OTAN. Malheureusement, à un moment donné, la Russie était à l'agonie. La Russie était très faible, ça n'allait pas. C'était le chaos. Et donc, quand l'OTAN a vu cela, ils ont dit, mais c'est le moment opportun de faire avancer nos pions. Donc, l'Allemagne est rentrée dans l'OTAN. La Pologne, la Lituanie, l'Estonie, tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont avancé jusqu'à... Et maintenant, c'est l'Ukraine, ils voulaient faire rentrer dans l'OTAN. Et c'est ce qui a mené le problème. D'abord, ils ont tenté avec la Géorgie. Il y a eu une opération militaire russe qui a stoppé. C'était le président Saakashvili. Aujourd'hui, il est en prison. Qui a stoppé cette histoire de l'OTAN qui voulait prendre la Géorgie pour que la Géorgie puisse... Et la Russie a dit non, c'est une ligne rouge. On ne peut pas accepter que la Géorgie rentre dans l'OTAN. Ainsi que l'Ukraine. Donc, comme côté Géorgie a échoué, ils se sont rabattus sur l'Ukraine. Et c'est ce qui a créé ça. Mais derrière l'Ukraine, les gens qui ne savent pas, ils disent non, la Russie, c'est parce que c'est une puissance militaire. Si la Russie était un pays faible, je vous le dis, je vous le garantis que non, il y a longtemps, l'Ukraine avait déjà chassé les soldats russes sur le territoire ukrainien, qui appartient dans les anciens temps, qui appartenaient, ce sont des territoires russes avant, mais après c'est devenu un territoire ukrainien. Donc si la Russie n'était pas une nation puissante, je vous le garantis qu'il y a longtemps, la Russie avait déjà fléchi les genoux. Pourquoi? Parce que ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est l'Ukraine seule. Avez-vous déjà vu sur cette terre, même parmi les grandes puissances, un pays où il y a toute une coalition de pays qui sanctionnent d'abord, parce que les sanctions, là, ce n'est pas pour griller des arachides. Hein. Les sanctions, c'était pour affaiblir l'industrie de l'armement russe. C'était pour faire chuter l'économie russe. Mais quand tu es dans un pays, ton économie n'est pas bonne. Si ton économie est détruite, tu fais comment? Il y a la révolution, il y a le chaos. Tes concitoyens vont fuir le pays, ils vont aller chercher un avenir meilleur devant. Ah oui,
Parce que si il y a la misère, le chaos, la faim, mais toi, président, tu vas encore contrôler quoi? Et donc, la première vision, ce n'était pas l'Ukraine qui a sanctionné truc à la Russie, non. C'était les pays membres de l'OTAN. Quand je dis membres de l'OTAN, que ce soit l'Union européenne, l'Amérique, à tout cas, eux, leur bon, là, ils se sont mis ensemble et ils ont sanctionné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont visé les banques russes, ainsi que les actifs russes de la banque centrale russe. 300 milliards de dollars. J'ai dit 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars ont été confisqués. Les 300 milliards de dollars ont été confisqués. En dehors de ça, il y a eu des biens publics qui ont été confisqués, c'est-à-dire les bateaux, les trucs, des maisons, des entreprises. Ils ont mis la main sur tout ça. L'objectif, c'était quoi? C'était d'affaiblir d'abord la Russie. Ils ont désintégré le système bancaire russe au sein du système bancaire mondial, qu'on appelle le système SWIFT. Donc, ça veut dire quand tu es en Russie et que tu as une carte bancaire Visa, tu sors de la Russie, ça ne peut plus marcher. Tu ne peux plus rien payer. L'objectif, c'était de faire quoi? C'était d'empêcher la Russie de commercer avec le monde entier. Et donc, si on t'enlève, c'est-à-dire, étant ici, tu ne pouvais plus faire de virement bancaire sur le compte d'un citoyen russe qui vit en Russie. Mais quand c'est comme ça, c'était pour faire quoi? C'était de détruire et empêcher les citoyens russes d'être en contact avec le reste du monde ou bien s'acheter quoi que ce soit en ligne. En ligne, ça utilise le système bancaire SWIFT. Donc, ils ont enlevé toutes les banques russes là-dedans. Mais en faisant ça, si la Russie n'était pas une nation puissante, mais ça allait faire écrouler l'économie russe totalement. Mais ils ont eu des cerveaux qu'ils ont mis sur pied et ils ont tout fait pour empêcher la destruction de l'économie russe. Donc, ça a été une attaque économique. C'est une guerre. Cette attaque, aucun pays africain ne peut survivre à ça. C'est-à-dire où il y a une coalition de pays qui vous attaquent en même temps sur le plan économique et puis ils empêchent vos banques d'être en contact avec le reste des autres banques du monde. Ils vous empêchent même, c'est-à-dire vos concitoyens qui sont à l'étranger, ils les empêchent même de faire transfert Western Union ou Ria Money ou bien Orange Money sur des comptes trucs. Est-ce que vous comprenez? Et vous aussi, si vous avez vos enfants en dehors du truc de votre pays, dont vous payez la scolarité, vous ne pouvez plus financer leur cours parce que l'argent ne peut pas quitter chez vous pour aller. Le système bancaire a été détruit. Et ils ont fait de telle sorte que votre argent ne soit pas reconnu chez eux. Ça, les gens doivent retenir ça. Donc, la Russie a gagné cette bataille économique. Donc, ça a montré sa puissance, que c'est une vraie nation combattante. Parce que si la Russie n'avait pas tenu ce coup, mais s'il n'y a pas d'argent, tout est détruit. Tu penses que l'armée peut tenir? Toi, tu peux aller au front et puis on ne te paye pas. Tu vas au front et puis il n'y a pas l'armement qu'il se doit. Mais s'il n'y a pas d'argent, les armes, il faut les fabriquer avec de l'argent. Pourtant, eux, ils ont l'argent. Et ils donnent tout à l'Ukraine. Donc, résultat, la Russie allait se faire battre. Et ils allaient dire, quand la Russie allait se voir malmenée sur le terrain, ils allaient dire non, c'est petite Ukraine, nous on n'est pas dedans. Parce que c'est ça la propagande. La propagande fait croire que non, toi tu n'es pas dedans et que c'est l'autre seul qui a battu le record, qui a malmené l'autre. Or, ce sont des mensonges. Donc ça c'est une première victoire russe, côté système économique. Cette guerre déclenchée contre la Russie, mais vous avez vu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, a fait comprendre que non, ils allaient détruire la Russie économiquement et ils allaient ramener la Russie au siècle passé. Ça veut dire c'est un plan qui était déjà calé parce que les sanctions sont venues tout d'un coup. Ça veut dire ce n'était pas au même moment là où ils ont sanctionné la Russie qu'ils avaient pris les décisions, mais les décisions avaient été déjà prises et c'était déjà calé. Ils avaient déjà tout préparé, ce plan était déjà élaboré. Et donc, ils attendaient au bon moment parce qu'ils savaient qu'en poussant l'Ukraine a fait que la Russie allait riposter. Et si la Russie ripostait, c'est ce qu'ils avaient déjà préparé comme batterie de sanctions pour détruire leur économie. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. Ça n'a pas payé ce qu'ils voulaient. Alors, sur le plan militaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à toutes les entreprises du monde de ne même pas fournir de pièces
quoi que ce soit, vendre un produit que la Russie pourrait utiliser pour fabriquer des armes. Est-ce que vous comprenez? Et que si une entreprise osait vendre certaines pièces à la Russie et que la Russie prenait ces pièces pour fabriquer des armes, cette entreprise va tomber sur le coup des sanctions occidentales ou américaines. Donc ces entreprises qui font du business avec l'Europe ou les États-Unis d'Amérique, beaucoup ont eu peur. Ils ont dit non, nous, on ne veut pas faire de business avec la Russie, on ne veut rien leur vendre. Donc en ne leur vendant rien, mais la Russie, si elle n'était pas une nation puissante, mais elle allait enlever ses pièces pour fabriquer son armement. Les puces électroniques, parce que le missile, quand il est lancé à des milliers de kilomètres, c'est parce qu'il y a une puce. Et c'est cette puce qui est en coordination parfaite avec les satellites qui provoque le réseau du missile et qui permet au missile d'être guidé sur le point clé, là où il doit frapper. Mais s'il n'y a pas de puce électronique, le missile, il est aveugle. C'est comme si c'est un caillou, tu lançais comme ça dans le billard. Il sera un missile non guidé parce qu'il n'y a pas, le missile ne peut pas s'interconnecter avec la base, avec les satellites, avec un truc. Vous comprenez? Donc c'est un missile que vous allez lancer comme ça va aller tomber n'importe où sans aucun objectif militaire visé. Et ça va tomber sur des civils comme ça. Mais les puces électroniques, la Russie a fait une très grande avancée. Elle a fait une très grande avancée. Donc sur ce côté-là, ils ont échoué parce que l'objectif c'était de neutraliser l'industrie militaire russe. Pendant ce temps, eux ils fabriquaient et puis ils envoyaient des armes à l'Ukraine. Donc si la Russie n'était pas prudente, elle allait voir son industrie militaire être détruite totalement. Et s'il n'y a pas d'industrie militaire, il n'y aura pas de truc de courage. Les militaires ne pourront pas combattre. Parce qu'à un moment donné, sur le champ de bataille, l'Ukraine n'est pas seule. Il y a toute la technologie occidentale de l'OTAN à la disposition de l'Ukraine. Et la Russie, elle est seule. Et là encore, parce que les gens ignorent, je dis, toute l'industrie, l'ingénierie militaire de l'OTAN est à la disposition de l'Ukraine. Or, les pays membres de l'OTAN, aucun pays membre de l'OTAN n'est jamais allé seul attaquer un pays et puis il puisse avoir un bataillon de pays qui puisse faire coalition pour soutenir ce pays et voir le pays membre de l'OTAN gagner. Même le Yémen là, les Américains ont été obligés de faire coalition. L'Amérique n'a jamais attaqué un pays lui seul. Quand l'Amérique veut aller toujours, on dit que c'est la première puissance mondiale, mais ils n'ont jamais attaqué un pays seul. Quand ils vont, c'est en coalition. Que ce soit en Indochine, que ce soit en Yougoslavie, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, que ce soit même en Somalie, peu importe, partout où ils ont intervenu, ils sont partis en coalition. Que ce soit en Corée, la guerre de la Corée. Les Américains n'étaient pas seuls. Il y avait les Français, les Anglais et tous les Australiens. Donc c'était une coalition. Ils ne sont jamais allés seuls quelque part et gagner. C'est la première fois au monde qu'on voit une seule nation qui fait face à une autre nation aidée par tout un bataillon de pays rempli de technologie qui met sa technologie à la disposition de l'autre nation. Mais malgré tout ceci, ils ne parviennent pas à gagner. Et les satellites militaires, les satellites de renseignement, les renseignements humains, c'est-à-dire la CIA, la DS, comment on appelle, la DGS, c'est tous les grands services, le MI6, c'est-à-dire les grands services du monde, qui sont des services de renseignement de l'Occident et de l'OTAN, sont à la disposition de l'Ukraine. Ils participent au renseignement humain. Eux-mêmes, ils donnent des informations aux Ukrainiens de ce qui se passe en Russie et tout. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce n'est pas facile de mener une telle bataille. Mais la Russie est un peu puissante. Les services de renseignement russes, eux seuls, ils doivent faire face à plusieurs services de renseignement qui sont à la disposition de l'Ukraine. Non seulement ils doivent lutter pour voir, vous aviez attendu qu'ils avaient mis l'Allemagne à l'écoute, non? Voilà, ils doivent lutter comme ça. Ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe, quel plan dans chaque pays européen ou chaque pays membre de l'OTAN prépare contre la Russie au profit de l'Ukraine. Ils doivent tout savoir et donner les informations au chef d'état-major et au président en question
Et eux aussi, pour qu'ils puissent trouver des contre-mesures. Ce n'est pas une petite affaire. Hein. Ce qui se passe là, même les Américains, ils ne peuvent jamais, ils ne peuvent pas tenir. S'ils ont eu une telle, ils sont dans une telle situation, ils vont utiliser l'arme atomique. Eux-mêmes, ils disent que quand ils étaient dans une telle situation face au Japon, ils avaient été obligés de prendre la bombe atomique pour la guerre. Parce que eux-mêmes, ils disent ça. Ils disent que si c'est eux-là, ils vont faire une frappe au truc nucléaire pour finir cette affaire parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comme ça, là, non. Pour eux, c'est trop. C'est arme nucléaire douille et puis c'est fini. Mais la Russie, malgré cela, malgré l'intervention de l'OTAN et quoi que ce soit, elle n'utilise pas l'arme nucléaire. Elle en dispose. C'est le pays qui dispose de plusieurs missiles nucléaires au monde. C'est la première puissance en nucléaire au monde. Mais elle n'a jamais utilisé. Si elle l'utilise, elle sait qu'il y a ses concitoyens là-bas. Les Ukrainiens, là, ce sont des Russes aussi. Donc si elle fait ça, non seulement... Et puis il y a ses alliés à côté, il y a la Biélorussie à côté. Et que vous comprenez, la Biélorussie, donc une frappe nucléaire sur le territoire ukrainien, ça va affecter les Biélorusses. Et puis il y a aussi le truc, comment on appelle ça? Il y a la Moldavie, hein, la Transnistrie. Donc ce sont des Russes qui sont là-bas. Il y a aussi Viktor Orban dans son pays là. Comment on appelle ça? Viktor Orban dans son pays là. Et puis il y a la Serbie aussi. Donc ce sont des pays qui sont à côté. Une frappe au truc sur un territoire ukrainien, ça va affecter les autres pays. Et même la Russie, même on va encaisser aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que les Russes qui sont dans le Donbass et même sur le territoire russe, ils seront affectés. Parce que il y a la frappe elle-même. Mais l'odeur, c'est-à-dire la fumée qui va s'épapier, hein, qui va rentrer dans l'air, mais c'est toxique en fait. Donc tous ceux qui vont respirer, ils vont prendre pour eux. Il y a de la radio active là-dedans. Donc tous ceux qui vont respirer cette fumée, ils vont partir. Alors ça devient un danger. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas utiliser. Le Japon, les Américains avaient frappé sur le Japon parce que le Japon est une île isolée. Est-ce que vous comprenez? Le Japon est une île isolée qui est quelque part. Donc une frappe sur cette île ne provoquait pas un danger pour les autres pays. C'est comme l'Amérique, une frappe sur l'Amérique, ça ne peut pas déranger les autres pays. Une frappe sur la Russie, dans un truc de la Russie, ça ne va pas déranger les autres pays. Mais une frappe en Ukraine, ça va déranger les autres pays. La Hongrie, voilà, la Hongrie est à côté. Or, les Hongrois, ils aiment bien les Russes. Donc, une frappe d'une telle envergure, ça va affecter les Hongrois. Or, le peuple hongrois aime la Russie. Donc, il y a plusieurs choses qui font que la Russie ne peut pas frapper. Donc, voilà, c'est ce que j'expliquais. Ce n'est pas une petite Ukraine là. Derrière l'Ukraine se trouve un Boeing, un groupe de trucs, de pays très puissants qui aident l'Ukraine. Que ce soit en mercenaires, que ce soit en armement, en renseignement et tout, même en missiles. Vous pensez que l'Ukraine possède ses propres armes? Non. L'Ukraine n'utilise plus ses propres armes parce que, c'est-à-dire, les usines d'armement ukrainiennes ont été neutralisées, ont été détruites. L'Ukraine résiste grâce aux usines d'armement de l'OTAN. Parce que les armes même ne sont plus fabriquées en Ukraine, elles sont fabriquées en dehors. C'est l'OTAN même qui participe directement. Donc, sur ce, je vous laisse. Je pense que vous avez compris le fond et tout. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Ciao et on est ensemble.